le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samir Fahem et Julien Giraud. Ils ont créé l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching et en relations d'aide, présent à travers le monde avec plus de 12 000 étudiants formés. Spécialisation en psychologie positive, neurosciences appliquées, en PNL, hypnose et sophrologie avec l'approche systémique. Ils offrent des formations professionnelles complètes des niveaux de débutants à experts avec un accompagnement professionnel à l'installation et au développement d'affaires. Je vous souhaite une belle écoute. Salut les gars. Salut. Ça va bien depuis 2 minutes? Ça va super. Ça va. Très content d'avoir vu ta vidéo dont je parlais il y a quelques instants. C'est cool. Ok, merci. C'est vraiment chouette. Eh ben, un peu comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter pour le coup un par un. Alors habituellement, j'ai plutôt un invité, hein, là il y en a 2. Donc je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre pour qu'on comprenne qui vous êtes, d'où vous venez. Alors il y en a un qui est à Québec et l'autre qui est pas très loin de Baltimore aux États-Unis. Enfin non, t'es pas à Québec, mais on va dire que t'es dans la région du Québec, quoi. Exactement. Je te laisse te présenter, Julien. Vas-y. Ça marche. Bonjour tout le monde. Merci pour votre écoute, votre attention. Donc, je m'appelle Julien Giraud, un deuxième Julien à l'écran. Pour faire très très simple, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix dans la marmite, dans le domaine de la psychologie humaine et de l'intérêt justement à l'accompagnement des gens. Okay. J'ai été thérapeute en France pendant plusieurs années. Je suis parti de France en 2016 pour réaliser un de mes rêves d'enfance qui était de venir vivre au Canada, et donc je suis atterri au Québec. Et depuis plus de 15 ans maintenant, je pratique le coaching et entre autres, fondation avec Samir. Donc Samir, je te laisserai prendre la parole après peut-être là-dessus, sur la fondation de l'Institut Merlin, qui est un centre de formation spécialisé dans le coaching avec différentes approches. Et on accompagne du coup les acteurs de demain dans l'idée de pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur. Voilà, en très rapide, en très simple. Magnifique, ouais. Nous, on pourra développer. Samir, ouais, avec à toi. Moi, c'est Samir Fahem. Alors, je suis le binôme de Julien. Moi, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, hein. Moi, je suis plus comme Astérix. J'ai besoin d'en prendre une fois de temps en temps. Et pour ma part, j'ai toujours été passionné d'être humain, en fait, de fonctionnement humain, de comment les autres fonctionnent, de les comprendre aussi. Moi, j'estime que chaque être humain est un livre, si on l'écoute bien. Et les meilleurs livres que j'ai lus, c'était des personnes que j'ai écoutées généralement. Donc, c'est cette passion pour l'être humain qui m'a amené petit à petit à m'intéresser à la psychologie, développement personnel, la programmation neurolinguistique également, et de me lancer aux côtés de Julien dans le domaine du coaching. Mais ça a été un cheminement qui a été assez long parce que moi, au départ, je m'étais lancé, j'ai travaillé dans le domaine de l'informatique, mais c'était un peu les études qu'on a choisies un peu pour moi, on va dire. Et puis après 10 années, et puis de l'essoufflement surtout, parce que il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais, j'avais pas forcément l'impression de contribuer à quelque chose. Le domaine du coaching, la programmation neurolinguistique, de l'enseignement, dans ces domaines-là en tout cas, m'a permis de donner naissance à ce sens profond que j'avais depuis des années. Ok, c'est beau, c'est une belle rencontre du coup. Vraiment, ouais. Vraiment. Ouais. Chouette. Vraiment. J'aimerais bien qu'on revienne sur toi, Julien, parce que tu disais que tu baignes dedans depuis que tu es tout petit. Alors moi, ça me parle parce que moi aussi, je baigne dans le développement personnel et la connaissance de soi depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai 44 ans. J'aimerais bien que tu développes un peu plus cette partie. Qu'est-ce que tu entends par baigner dedans? Alors, j'ai personne dans ma famille, ou en tout cas à ma connaissance, qui était orienté dans ce domaine-là. J'ai fait un peu l'extraterrestre pour le coup. J'ai ouvert la voie peut-être quelque part aussi. Mais
Si tu veux, moi, je suis ce qu'on appelle un atypique. Bon, ça, c'est pas une grande nouvelle, mais il y a eu vraiment une difficulté profonde à comprendre le monde et à trouver ma place dans le monde, l'intérêt d'être ici, le pourquoi les choses se passaient comme elles se passaient. Et du coup, je me suis vraiment intéressé très très tôt à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe mieux. Parce que, tu sais, quand tu es en souffrance, c'est un mot qui est fort, hein, mais c'est pour vraiment donner l'image, mais quand tu es en souffrance, de voir comment le monde se comporte quand tu as 7 ou 8 ans et que tu es déjà en train de chercher à savoir qu'est-ce que tu pourrais faire plus tard pour que ça s'arrange et pour que ça change. Tu à un moment donné, par la force des choses, pour moi, le domaine de la psychologie, ça a été la clé pour dire si on arrive à jouer là-dessus, si on arrive à changer des choses à ce niveau-là, ça peut vraiment faire bouger beaucoup. Ce qui fait que, déjà, en fait, très jeune, dans mon idée, c'était, soit je devenais magicien, soit je devenais psychologue. C'était l'un ou l'autre. Donc j'ai pris la voie de la psychologie, mais malgré tout, le magicien n'est jamais, resté trop loin. L'Institut Merlin, c'est pas pour rien non plus. Bah oui. Mais c'est ça et finalement, j'ai mis le nez dans ça de manière, plutôt autonome. À partir de quoi? 13-14 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, pardon, et à explorer, lire, découvrir, regarder tout un tas de choses et puis petit à petit, je me suis laissé imprégner, si tu veux, de tout cet univers-là. Alors il y avait toute une partie, qu'on peut dire parfois un peu perchée, qui m'a attiré à un moment donné et puis après ça a été comme: «Bon attends, je vais peut-être redescendre un peu là parce que je suis pas sûr que je puisse faire grand-chose de tout ça». Et puis, les choses se sont mises en place, j'ai suivi mes études, j'ai été en fac de psycho à Nice et pendant, mes études à Nice, il y a eu quelque chose en fait qui est venu me chercher, très profondément. C'était, le discours en fait qu'avait tenu un de mes professeurs en psychopathologie où j'avais demandé à un moment donné, «Bah, c'est cool, on voit le fonctionnement des maladies, on voit les troubles mentaux, c'est super intéressant, mais est-ce qu'à un moment donné, on va parler du bonheur, en fait, de la joie?» Et je me souviens de sa réponse, qui m'avait dit: «Bah non, parce que ça fait pas l'objet de mon cours». Ok. Et là, ça a été comme: «OK, ça fait pas l'objet de ton cours, mais est-ce que je suis à la bonne place, en fait? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir dans une autre direction?» Bon, j'ai continué, peu importe. Et puis, à la fac, j'ai découvert la sophrologie, à laquelle je me suis formé tout de suite après, ce qui m'a permis aussi de découvrir et d'approfondir en même temps PNL, hypnose de l'autre côté. Et finalement, avec tous ces bagages-là, bah, je me suis lancé, dans la thérapie pendant un temps. Et après, avec du recul, où je voyais un peu ma manière de procéder, où je me suis dit: «En fait, bon, la thérapie, c'est cool, mais ça répond toujours pas à ce que je veux faire». Et Ok. c'est de là, en fait, que j'ai pris la direction du coaching. Donc si tu veux, c'est un petit peu comme s'il y avait un chemin qui avait été tracé. Et si jamais on parlait de destinée, le chemin était tracé, que de toute façon, j'allais dans cette direction-là. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis très, très, très longtemps. Et j'ai la chance, en tout cas, je pense aujourd'hui, pouvoir le dire comme ça, de réaliser au moins une partie de ce que je voulais être et faire quand j'étais petit. Ok. Et de savoir que grâce aux outils qu'on utilise, bah, on peut avoir de l'impact sur les autres et une personne à la fois contribuer à bâtir un monde meilleur. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, bah oui, c'est ce que disait Samir, en fait, ça, du coup, ça, vous mettez du sens dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs une des dimensions pour moi qui est ressortie du film C'est quoi le bonheur pour vous que j'ai réalisé Mmh. à force d'interviewer du monde, hein, donc 1500 personnes dans 25 pays. Ce qui ressortait quand même de plus en plus, c'était cette notion notamment de donner du sens. Ouais. De se sentir utile, de donner du sens. Bien évidemment, il y avait les liens sociaux qui a été aussi mené par l'Institut Harvard. Tu sais, je ne sais pas si vous le saviez, c'est l'étude la plus longue, 75 ans. On a suivi pendant 75 Oui, ans tout à des fait. individus. Ouais. Et on s'est rendu compte que l'élément le plus important pour tendre vers le bonheur, c'était les liens sociaux et la qualité des liens sociaux. Donc ça, je l'avais vu aussi à travers la réalisation du film. Sabir, toi, tu disais que du coup, là, tu as maintenant, depuis 3-4 ans, tu as beaucoup plus de sens dans ce que tu fais. J'aimerais bien que tu développes cette partie parce que du coup, c'est intimement lié à l'Institut Merlin où là, où justement, vous accompagnez des gens qui vont plus tard donner du sens à notre société, peut-être même déjà dans un premier temps pour eux. C'est quoi pour toi, en fait, cette notion de sens? Ça veut dire quoi pour toi? Bah, cette notion de sens, parce que moi, il y a un truc qui pop effectivement et ça, je l'avais déjà raconté, c'est que quand j'étais enfant,
je me rappelle de ce moment, alors j'étais à l'école, mais je me rappelle de ce moment-là, en fait, où, tu sais, des fois, il y a des personnes adultes qui posent la question de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et en fait, moi, j'avais levé les yeux au ciel et je me suis dit que plus tard, j'aimerais être un sage. Alors, Julien, c'était un magicien, mais moi, c'était un sage. Et du coup, on a le magicien et le sage, donc Merlin aussi, c'est les deux. C'est ça qui est drôle. Et, et le truc, c'est juste que au fur et à mesure du temps, bah, en fait, j'avais un peu perdu ce fil-là, même si j'étais toujours intéressé par ces choses. Et quand j'en ai eu marre de mon travail, après 10 années, encore une fois, parce qu'il y a eu du harcèlement, il y a eu de la fatigue, il y avait ce manque de sens. Et je me suis rendu compte, en tout cas à la fin, quand il y a eu cette période de harcèlement-là, qu'on m'avait enlevé la chose la plus précieuse que j'avais au travail, c'était de prendre soin de mes collègues. Parce que à la fin, en fait, de mes 10 années de travail, j'ai commencé à être un petit peu isolé dans cette période de harcèlement. Comme tu peux plus parler à tes collègues, si tu bouges de ton bureau, ben, on va te flinguer. Euh, et en fait, bonjour chat, il y a le chat qui va passer. Ok, salut. Et en fait, tout ça, en fait, ça m'a amené à une profonde remise en question. Et je me suis rendu compte que vraiment, ce qui m'inspirait le plus dans mon travail, même s'il n'y avait pas de ce sens-là direct de dans mon travail, j'ai l'impression de faire quelque chose d'intéressant ou d'utile, bah, j'étais quand même là pour mes collègues. J'étais là pour les aider, pour les épauler, pour leur apporter de la bonne humeur durant la journée parce que c'était un environnement qui était parfois toxique. Et à partir du moment où j'ai été coupé, j'ai perdu complètement cette notion de sens. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie demain d'avoir un métier qui me permet de répondre à cette notion de sens, à ce sens-là. Et ce sens, pour moi, c'est la phrase que j'avais donnée à la fin, quand j'ai quitté mon emploi, c'est que ma future mission, ça allait être de faire tout ce qui était en mon possible pour devenir un jardinier des cœurs. Un jardinier des cœurs. Ouais, un Ok. jardinier des cœurs. C'est beau. Et en fait, si je devais donner le sens que je recherche aujourd'hui et que je recherche depuis plusieurs années là, c'est d'être un jardinier des cœurs, c'est-à-dire de semer une graine d'espoir dans le cœur des personnes que je croise et que je rencontre et de leur permettre justement par la suite de pouvoir fleurir, de pouvoir être vraiment eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien. Alors ça a été un cheminement, j'ai rencontré d'autres personnes avant où j'ai commencé un petit peu à semer des graines, même si je l'avais déjà fait avant. Et quand j'ai rencontré Julien, bah, j'ai pu comme démultiplier cette mission au travers de nos podcasts, au travers de l'enseignement, au travers du métier de coaching et au travers aussi du contenu qu'on crée au travers dans nos différents réseaux sociaux. Donc vraiment, ces dernières années, c'est comme, en fait, je suis à ma place. Chaque soir, quand je me couche, je sais que je me dis, bah écoute, c'est une journée en plus dans ma vie. Si je me réveillerai peut-être pas demain, mais aujourd'hui, j'ai fait ce pourquoi je pense avoir été créé. En tout cas, j'ai pour moi été créé ou je suis né en tout cas. C'est beau, c'est beau. J'aime bien cette métaphore du jardinier parce que moi aussi, je l'emploie très souvent. Tu sais, quand on me demande de me présenter, je dis très souvent que je suis un jardinier parce que Ouais. j'ai l'impression justement de semer des graines comme ça autour de moi. Ouais. Donc, c'est une notion qui me parle beaucoup. Ouais, c'est très touchant de t'écouter. J'aime bien cette idée d'être un jardinier du cœur. Peut-être qu'un jour, je vais te la voler, cette punchline. Je l'aime bien. Pour le moment, je ne l'ai pas encore copyrighté, donc Ok. profite. J'aime beaucoup. Parce que, en fait, in fine, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais quelque part, c'est ça, tu vois, quand je sème des graines, comme je disais là, mais j'ai vraiment l'impression, quelque part, que c'est ça, c'est venir toucher le cœur des gens. Ouais. Bon, bravo, c'est top. Julien, si j'ai bien compris, c'est quand même toi qui as l'initiative de la création de cet institut, enfin de l'Institut Oui, tout à Merlin. fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est parti d'où, en fait? Quelle a été l'impulsion? C'est parti de plusieurs choses. C'est parti d'un rêve quelque part, encore une fois, que j'ai eu. C'est vraiment une conversation. J'ai beaucoup parlé avec moi-même. Je continue beaucoup de parler avec moi-même. D'une conversation que j'ai eue avec moi-même. Je pense que je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus jeune. Ok. Allez, un 12-13 ans. Ok. Où finalement dans cette découverte et je me renseignais un petit peu avec les moyens que j'avais à ce moment-là de dire si je veux me former, si je veux faire des choses, si je veux pouvoir apprendre des méthodes de travail, etc. Et la situation était toujours la même, c'était « Waouh, ça coûte une blinde. Si je veux me former à ça, ça va me coûter une fortune. Ok, il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir le faire, etc. » Donc après, tu n'as pas le même recul quand tu as 20, 30, 40, 50 ans de plus que quand tu as une dizaine, quinzaine d'années, c'est certain. Mais à ce moment-là, il y a eu cette réflexion de « Et pourquoi pas
me former moi, apprendre en profondeur les choses pour pouvoir les redonner beaucoup plus accessibles à n'importe qui. Ok. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu autant d'années d'expérience dans le domaine de la formation parce que je cumulais mon activité de thérapeute et de coach par la suite avec de la formation professionnelle en entreprise. Donc, connaissance quand même approfondie du domaine de la formation, en tout cas en France à ce moment-là, avec tous les travers qu'on lui connaît et toutes les magouilles qu'il peut y avoir derrière, et où c'était finalement, je suis pas sûr du modèle. Alors déjà, l'école, ça n'avait pas été forcément une grande réussite pour moi. Le modèle ne m'avait pas franchement convenu. Et le modèle formation d'entreprise, même chose, j'y trouvais des éléments qui me plaisaient pas tellement, des choses qui faisaient pas de sens pour moi. Alors, s'il y a mes anciens collègues de travail qui m'écoutent, je les salue. J'ai eu quand même énormément de chance dans tout ça, où j'ai pu intégrer un gros groupe de formation en France en tant qu'indépendant. J'étais référent sur le domaine du dev perso, des soft skills en entreprise. Et j'avais la liberté de faire absolument ce que je voulais. Trop bien. C'est-à-dire qu'on m'envoyait sur une mission, puis on me demandait ni l'heure, ni quand, ni quoi, ni comment. On me disait juste de telle date à telle date, tu fais ce que tu veux, on sait très bien comment ça va se passer. Donc ça, c'était juste fantastique parce qu'en fait, je pouvais donner ce que je voulais sur le sujet, bien sûr, qui était acheté par l'entreprise. Ouais, ça, c'est énorme. Mais à ma façon, à ma manière, avec mon style, avec mon approche. Grand luxe. Et à un moment donné, ça a été, le monde de la formation commençait à me manquer un petit peu parce que ça faisait déjà presque 5 ans que j'étais au Québec, où j'en faisais quasiment plus. Et je me suis dit, plutôt que de former une fois de temps en temps des personnes sur les méthodes que j'utilise en coaching, pourquoi est-ce que je ne vais pas démultiplier mon travail et faire en sorte d'avoir encore plus d'impact, parce que j'en ai déjà en session, mais si je peux avoir d'autres personnes qui font le même job que moi, il va y avoir beaucoup plus d'impact. Et en fait, c'est de là que l'Institut Merlin en fait, a vu le jour. Donc, j'ai testé d'abord sur une première version. Puis après, comme ça a pris et qu'on a bâti au fur et à mesure une belle communauté, à ce moment-là, ça a été l'engagement officiel de dire « Ok, là maintenant, c'est bon, on est parti dans cette direction-là. » Et depuis, j'avais lu, je crois que c'est 12 000 personnes, c'est ça, qui ont été formées? On n'est pas loin des 13 000 personnes maintenant, en tout. Donc ça, c'est en tout confondu. On va avoir les formations qui sont au sein de l'Institut. Et il y a celles aussi que moi, je considère comme étant dans l'Institut. Mais c'est des formations que j'avais mis en place avant et que finalement, on a tout regroupé. Donc là, aujourd'hui, on a touché un petit peu plus de 13 000 personnes. Un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment cool. Merci. Ouais, c'est clair. J'allais dire Paris gagné. Toi qui voulais démultiplier et toucher davantage de personnes, 13 000, tu peux commencer à te dire que tu as un impact qui est quand même plutôt sympathique. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on continue à pousser encore plus loin la chose, donc on est très, très content pour ça. Bravo, parce que je ne sais pas si on partage le même point de vue. Moi, je pense qu'une personne, justement, que tu as formée, là, qui est active et qui, elle aussi, à son tour, donne du sens et vient inspirer les gens autour d'elle aussi à être un acteur du changement. Tu vois, je me dis, pour une personne formée, c'est peut-être aussi 100 ou 200 autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? J'adore ce coefficient, tu sais, multiplicateur qui est juste énorme en réalité. Donc, complètement. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, je t'évoquais dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure avant que le live ne commence, qu'il y a eu vraiment pas mal de remises en question en 2014, suite à toute une série d'événements qui se sont produites pour moi. Et il y a eu aussi quelque part ce constat du « c'est cool, j'accompagne plein de monde, j'ai des gens qui viennent me voir un petit peu de partout, c'est vraiment génial, je veux continuer à faire ça, mais c'est comme un manque de « j'ai pas l'impact que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Je touche pas suffisamment de personnes. J'en touche, et j'apporte du changement, je soutiens la transformation, et il se passe des trucs géniaux, mais c'est pas suffisant. » Il y a comme un goût de trop peu de « je suis sûr qu'on peut faire plus ». Et petit à petit, l'idée fait son chemin. Et à un moment donné, c'est devenu l'évidence de « je suis bon dans ça, j'adore faire ça, j'ai l'opportunité de le faire, j'ai les éléments pour tout proposer. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire pour multiplier l'impact ?» Et c'est comme ça, si tu veux, que le tout est monté. La mayonnaise a prise, puis c'est monté. Et puis, je vois. Et Samir, dans tout ça, est-ce que tu arrives à continuer,
Je sais pas si d'ailleurs il y a une continuité, si tu avais déjà commencé, mais je me laisse imaginer que oui. Est-ce que tu continues à prendre soin de toi en priorité avant de justement, de semer ces magnifiques graines? Ouais, c'est vrai que c'est un challenge, mais c'est Ouais, aussi le plus important parce que si on prend pas soin de soi, on pourra pas prendre soin des autres. J'aime bien donner cette métaphore tu sais, de ce qu'on apprend quand on passe le concours de secourisme. La première OK. chose qu'on nous apprend, c'est d'abord de se mettre en sécurité avant de sauver les autres et c'est sûr que c'est important. Alors, bien sûr, je continue encore une fois à me faire coacher. Je continue à compter, parfois sur Julien qui était quand même mon ancien coach. Maintenant, c'est mon associé, donc forcément, c'est un peu différent, mais d'avancer sur pas mal de sujets et ce qui est bien aussi avec ce métier de coach, c'est que très souvent, nos clients nous renvoient des choses sur lesquelles on n'a pas encore travaillé. Eh oui. Donc forcément, ça nous permet encore une fois d'avancer, de travailler et d'évoluer grâce aux clients. Mmh. OK. Vraiment. Ouais. Et si on devait, définir une journée type, ça serait quoi pour toi, Samir, quand tu dis donc, coaching? Donc c'est du coaching au quotidien, hein, si je comprends bien. Ça Mmh. serait quoi une journée type? Ça ressemble à quoi? Alors une journée type pour moi aujourd'hui, c'est Ouais? ça? Ouais? Une journée type pour moi, c'est, le matin, déjà de commencer à réfléchir un petit peu à du contenu parce qu'on ne fait pas que enfin, en tout cas, je fais pas que du coaching, Julien aussi. Il y a aussi de la création de contenu. Moi, je m'occupe principalement du compte TikTok de l'Institut Merlin pour le moment. OK. Donc généralement le matin, il y a cette phase de regarder les mails, répondre un petit peu aux questions des étudiants parce qu'on a nos étudiants qui vont on essaie d'être présent au quotidien pour nos étudiants et pour nos futurs coachs. Ensuite, généralement le matin, c'est de la création de contenu pour moi, pour TikTok et puis par la suite, du coaching et de l'enseignement. OK. J'ai 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, des lives justement d'enseignement aussi dans la semaine OK. et puis, après généralement j'ai des petits messages qui viennent par-ci par-là de personnes qui sont hypersensibles, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de comprendre. Donc je prends encore une fois un peu de temps pour répondre à des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour pouvoir au moins leur apporter des éléments de réponse. Mmh. OK. Ouais. Et toi, Julien, c'est quoi, ta journée type? Ma journée type. Alors ne pas dormir, Ah, tu es un hyperactif? on a souvent un petit peu, on a souvent OK. cette question-là de la part de nos étudiants et nos étudiantes qui sont en mode, «Mais en fait, vous dormez quand? Vous vous reposez Ouais. quand? Vous faites une pause quand?» Alors journée type, ça ressemble un petit peu à celle de Samir dans le sens où le matin, je prends toujours le temps, de tenir mon journal de gratitude depuis des années. OK. Auquel je ne donne pas de pause, je lui donne pas de répit, le pauvre, il doit être fatigué de de Mmh. voir ce que j'écris dessus. Je tiens mon journal de gratitude, c'est un moment, en fait, pour moi qui est important, déjà pour reconnaître ce qui est là, apprécier ce qui est là et puis aussi pour entretenir une certaine confiance et une certaine assurance sur ce qui va suivre. C'est un moyen de recadrer face aux situations qui sont parfois difficiles, face aux choses qui peuvent se produire dans le monde, qui peuvent m'affecter et OK. puis, aussi les aléas du quotidien. Donc il y a ça qui est toujours là avec moi. Après, c'est répondre aux emails, ça va être de vérifier s'il y a pas des demandes particulières, ça va être de vérifier les rendez-vous que je peux avoir dans la journée. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de moments où on est en live avec nos étudiants et nos étudiantes, puisque de mon côté, je pense que je dois être à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je dois être à 6 lives par semaine. OK. Très probablement, répartis sur toute OK. la semaine. Donc, et donc ça, et puis après, c'est de la création de contenu. OK. Donc, là où Samir, prend en charge effectivement et je le remercie, toujours à chaque fois de s'occuper de tout ça, prend en charge la création de contenu sur les réseaux sociaux. Moi, je vais m'occuper du contenu créatif, création de contenu, mais pour, l'aspect formation. Donc les OK. formations qu'on met en place, les ajouts qu'on va faire. On fait souvent des mises à jour sur nos programmes, sur les supports. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On a chacun, notre, notre force, nos forces plus exactement et puis on essaye de se répartir, en autant que c'est possible, justement la tâche qui est, parfois, on va le dire colossale de ce qu'il y a à faire pour que ça tourne Mmh. correctement et que tout le monde, puisse trouver de la valeur. Ouais, Ouais. j'imagine. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été demandé au sein de votre communauté, et si vous le faites déjà, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous organisez peut-être de manière annuelle des rencontres avec tout le monde? Physiques? Alors on en a organisé, parce que c'est vrai que moi régulièrement je dois retourner en France pour donner des formations.
pour le coup. Et c'est vrai que dès que je peux me déplacer, ça va être un petit message qui est envoyé à la communauté de tiens, on va se retrouver. Ok. Et là, cette année, je pense que le plus gros move qu'on ait fait en termes de réunion, ça a été l'organisation d'une croisière formation qui s'est fait au mois de juin. Ok. Où on s'est retrouvés, on était une bonne quinzaine de personnes et on a passé toute une semaine ensemble à combiner voyage de découverte de différentes villes en Europe et de la formation, justement sur les sujets qu'on voit à l'Institut, pour aller en profondeur avec en plus la mise en expérience directe des outils où chacun, chacune a pu expérimenter et vivre des changements profonds, des transformations, des déverrouillages de croyances. Il y a eu plein de choses qui sont produites et ça a été un peu le projet pilote, on va dire, qui donne naissance à d'autres éléments qui vont être bientôt annoncés, que ce soit des voyages, que ce soit des cours en présentiel ou que ce soit d'autres événements du type de la croisière. D'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve, Samir, du coup, dans ces formations? C'est quoi le contenu? Les formations qu'on a fait à la croisière ou je repose Alors, la pas question? forcément la croisière, de manière globale, hein, la Ouais, formation de qu'on manière trouve. globale. Ouais. Alors déjà, je me rends compte que tout à l'heure, lors de la réponse de Julien, j'ai répondu un peu à côté. J'ai répondu une journée type au travail, à l'Institut. Mais Ouais. effectivement, si je devais ajouter des petits éléments, je dirais que le matin, j'aime bien faire le ménage parce que du coup, ça me permet aussi de faire un petit peu la clarté dans mon esprit. Donc, Ok. faire mon lit, ranger un petit peu la maison avant de commencer ma journée. Et généralement, je finis aussi toujours ma journée avec une marche ou une course. J'aime bien Ok. courir. En tout cas, moi, je suis fan. Donc, le fin de journée, j'aime bien aller m'aérer un petit peu. Ici, en plus, j'ai de la chance d'avoir un peu de nature autour de chez moi. Ok. Donc, ça, c'est cool. Et pour ce qui est de la formation, alors, en fait, comme Julien l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs approches à l'Institut. Donc, on enseigne le coaching systémique, mais on a aussi l'approche PNL et la sophrologie. L'approche systémique et coaching, c'est présent partout. Par contre, on y ajoute l'approche PNL ou l'approche sophrologie en fonction des formations. On va bientôt ajouter des nouvelles formations, hein. Julien, tu pourras peut-être en parler tout à l'heure. Ok. C'est déjà en cours. Et nous, notre objectif, c'est que ce qu'on va trouver dans de la formation, ça va être du contenu théorique, forcément, de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent se cacher derrière ce qu'on enseigne. Les mécanismes dans le domaine de la PNL, par exemple, l'accompagnement en coaching, ce serait comment fonctionnent les émotions, comment fonctionnent nos biais cognitifs, comment fonctionne l'être humain, la liaison entre le corps, l'esprit et les émotions, par exemple, et les pensées. Donc, vraiment d'expliquer tout ce qui peut, toutes les mécaniques de l'être humain. Et puis derrière, en fait, d'y amener cette approche de coaching qui va permettre d'accompagner l'individu. Et nous, on est très porté sur la pratique, vraiment. Il y a énormément d'heures de pratique, en tout cas, au sein de l'Institut. De pratique, du coup, en ligne, hein, pas en présentiel. De pratique en ligne, ouais. D'accord. Ok. Tout à fait. Ok. Là, on se retrouve sous. Peut-être que vous le voyez dans votre angle à droite. C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, la marque, c'est quoi le bonheur pour vous? Et comme je vous le disais, donc pour le film, c'est quoi le bonheur pour vous? J'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, Julien, c'est quoi le bonheur pour J'attendais toi? cette question patiemment. Le bonheur pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois simple et complexe. Mais si je devais le définir rapidement, parce qu'on n'a pas toute la soirée pour le faire, c'est d'être le plus aligné possible avec soi, ses valeurs, ses besoins, ses préceptes intérieurs qu'on utilise, et de s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse. De pas juste chercher à s'accomplir pour soi. Alors, si tu réussis pour toi, que tu gagnes de l'argent, tu as de la liberté, tu as une femme, des enfants, un mari, etc., c'est génial. Mais c'est de dépasser ce bénéfice égotique pour s'inscrire dans quelque chose qui est beaucoup plus important, quelque chose qui dépasse. Et je crois que si je devais le résumer en toute petite phrase, ça serait impacter le monde et laisser une trace. Ok. Ce serait ça pour moi le bonheur. Ok. Et quand tu dis quelque chose qui te dépasse, est-ce qu'il y a une notion de spirituelle derrière? Tu peux développer cette partie? Il y a une notion de spiritualité, pour sûr, dans le sens où après chacun entretient les croyances qu'il veut et la spiritualité qu'il veut, bien sûr.
mais de savoir reconnaître finalement le petit grain de sable qu'on peut être, mais qu'en même temps, ce petit grain de sable, il fait partie de tout un système. C'est pas pour rien d'ailleurs que la systémique me parle autant, mais de faire partie d'un système où chaque petit grain a son rôle à jouer et que on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes envies, puis c'est parfait comme ça, mais que si on pousse ces envies à un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, c'est-à-dire le reste de l'humanité et les temps à venir, de se dire: «Qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à bâtir quelque chose de différent?» Pas forcément qui me ressemble, parce que ça ne plaira pas à tout le monde, bien évidemment, mais savoir que mon petit morceau à moi, le tien, celui de Samir, celui de nos étudiants, étudiantes, celui de nos proches, si on met tous chacun notre petit morceau et qu'on essaye dans nos actions, dans nos choix, dans notre manière d'être au quotidien, de contribuer à bâtir quelque chose de plus grand, qui nous dépasse et qui a surtout un impact pour ceux qui vont venir après nous, ben, je pense qu'on tient quelque chose qui se rapproche du bonheur. Mmh. C'est très proche, je trouve, de cette, belle citation de Gandhi, tu sais? «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Ouais, OK. ouais, En carrément. J'ai l'impression que ça résume un peu ce que tu dis. C'est incarnons déjà le changement qu'on a envie de voir dans le monde et donc bah, évidemment, si on a envie qu'il y ait du changement dans le monde, c'est plutôt un changement positif. Voilà, moi je le dis souvent aussi. Tout à fait. Je trouve qu'on manque un petit peu de ça. Alors je sais pas si c'est le cas aux États-Unis et au Canada, mais en France, le sentiment que je peux avoir, c'est qu'on a de très belles idées, on est très bon pour faire des réunions, pour se rassembler, on est vraiment très Mmh. créatif, mais il y a encore très peu de gens qui passent à l'action. Et moi, j'ai le sentiment qu'aux États-Unis et au Canada, on passe un peu plus à l'action. On est un petit peu moins dans la réflexion. Est-ce que c'est le cas? Samir, par exemple, aux États-Unis, c'est le cas? Moi, je dirais qu'aux États-Unis, c'est le cas. Après, il y a aussi Mmh. des dérives. La Ouais. pensée, trop positive des États-Unis là, poussée à l'extrême, c'est pas aussi ce qu'il y a de meilleur. Il y a un manque de juste milieu, en tout cas à un OK. certain moment, de positivisme à outrance, sans prendre en considération qu'en fait, sur le chemin, il peut se passer des mauvaises choses et souvent, en fait, la chose que je pourrais regretter ici aux États-Unis ou que je pourrais reprocher, en tout cas que je vois très souvent qui ressort, c'est le fait de quand il y a des problèmes, bah, en fait, ça fait l'autruche. Mmh. Ça, Mmh. c'est Ouais, je le vois. seul C'est truc, le ici, petit singe, qui se met les yeux comme ça, qui fait comme ça et qui C'est ça. exactement, ouais. OK, je vois. Exactement, ouais. Et Après, je ça sais serait pas au quoi pour toi? Canada. Mmh? Et ce serait quoi pour toi la définition du bonheur? Alors la définition du bonheur pour moi, alors moi je suis quelqu'un de très minimaliste, donc je OK, trouve que le bonheur et la beauté est dans le minimalisme, dans la simplicité. OK. J'aime pas trop les trucs trop complexes et cetera et quand je dis minimalisme, je vais parler aussi d'authenticité parce qu'après aussi, je trouve que dans l'authenticité, il y a aussi une part de bonheur. Après moi je suis quelqu'un de minimaliste, simple je pense en tout cas, donc ça fait aussi partie de mon authenticité et c'est aligné pleinement avec moi. Donc il y a ça et il y a aussi, les connexions, avec les autres. Moi j'aime beaucoup les gens, d'accord? J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup découvrir les autres, j'aime beaucoup me connecter aux autres et c'est important pour moi de prendre soin, bah, aussi bien de moi, mais aussi des autres et c'est ce que j'avais dit, tout à l'heure dans mon ancienne expertise, dans mon ancienne expérience. Bah, en fait, le moment où je me suis senti le plus malheureux dans mon travail, même si il y avait ce manque de sens, mais je l'ai comblé par le fait de prendre soin de mes collègues, de les aider, de leur faciliter, d'apporter un peu de beauté dans la journée et en fait, c'est le jour où on m'a coupé de ça que mon travail est devenu comme hyper difficile. J'avais plus envie d'y aller, en fait, c'était terminé. Mmh. Donc il y a cette notion d'authenticité, de simplicité, le fait de pouvoir prendre soin des autres et j'ajouterais, ben, en prenant soin des autres, c'est aussi l'action, jardiner des cœurs, donc de planter des graines. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, qui se plaignent qu'il y a rien qui fonctionne sur terre, que c'est de pire en pire, que potentiellement l'humanité touche à sa fin, qu'il y a plus d'humanité. Mais c'est des personnes qui ont justement cette part d'humanité qui se plaignent, mais qui passent pas à l'action. Donc pour moi aussi, c'est de donner vie à notre vision. Mmh. Certes, il y a peut-être, des ténèbres sur cette terre, mais c'est aussi ce qui est important, c'est de se reconnecter à son propre pouvoir et de commencer à poser des actions, commencer à planter des graines pour que les futures générations, alors il y aura des résultats présents, dans le présent, mais aussi peut-être plus encore dans le futur, bah, pour pouvoir permettre de créer un peu plus d'harmonie dans le monde. Donc il y a aussi cette quête de sens
Et bah, tu as posé la question à Julien par rapport à la spiritualité. Bah, il y a clairement de la spiritualité, moi, derrière. Il y a vraiment une notion spirituelle. C'est que j'estime que je suis sur cette terre pour quelque chose. Ma vie n'est pas vaine. Et je me dois, en tout cas personnellement, de pouvoir faire tout ce qui est dans mon possible pour donner vie à cette vision, à ce qui est important pour moi, à cette mission, pour que, ben, à la fin de ma vie, en tout cas, même si je disparais, ben, il y aura encore ces graines-là qui auront germé et qui auront laissé des arbres, justement, et les gens pourront venir se nourrir de ces fruits-là. Tu es quelqu'un de poétique, Samir, j'ai l'impression. Oui, je suis poétique et je suis très connecté aux émotions là tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à trouver les mots, mais j'essaie de l'exprimer par des métaphores et C'est beau. Est-ce que tu écris des poèmes à titre perso ou pas du tout? Alors, je n'écris pas de poèmes, j'en ai fait à un moment. À un Ok. moment, j'ai écrit des poèmes, mais par contre, je suis quelqu'un qui est très philosophe et c'est vrai que, bah, Julien il disait qu'il parlait très souvent seul, il se parlait à lui-même et bah, ça m'arrive d'amener des petites réflexions philosophiques comme ça tout seul, avec des métaphores et tout ça. Mais ouais, je pense que j'ai cette part de créativité en moi et de sensibilité qui fait que, bah, voilà, je m'y connecte comme ça et Hmm. je pense que dans les mots que j'utilise, oui, il y a cette part poétique. Bah oui, carrément. Julien, je posais la question tout à Mhm. l'heure à Samir de est-ce que aux États-Unis ils passent un peu plus à l'action? Est-ce que là où tu es, toi, à Québec, donc c'est la région Québec, est-ce que tu as le Mhm. sentiment aussi qu'ils passent plus à l'action qu'en France? Pas tant, Ah pas oui? tant. Ok. C'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique, mais j'ai l'impression, mais c'est vraiment mon impression, que ce passage à l'action reste difficile pour une très très grosse majorité. Ah ouais, d'accord. Ok. Je me bâtis un idéal, je me dis que ça serait bien, ça serait chouette. Je crois on est dans une dynamique un petit peu similaire, bah, sur tout le continent nord-américain, où finalement il y a ce côté très très positif, il y a ce côté les belles choses, les choses qui brillent, les choses qui fonctionnent, etc. Et un peu la stratégie de l'autruche quand il s'agit de se Ah concentrer ouais. sur les choses qui marchent moins bien. Ah ouais, ok. Ouais. Comment t'arrives à l'expliquer ça? T'as déjà essayé d'analyser, de comprendre justement ce processus? Parce que quand tu Bah, regardes, au final, on n'est quand même pas beaucoup. Même si, à mon sens, on est des millions de personnes à l'échelle mondiale, hein, chacun à se mhm, bouger justement pour apporter notre petite pierre tout positive à fait, dans notre société, ce qui est déjà beaucoup quand même, des millions et des millions. Comment vraiment. tu arrives à expliquer justement qu'il y ait bah, ce manque fatal quoi, de passage à l'action? Euh, Il y a, il y a plusieurs choses. Les éléments sur lesquels je suis pas mal convaincu que ça rentre en jeu, c'est le manque de connexion des gens avec eux-mêmes et avec Ouais, qui ils sont vraiment. Où finalement, ils ont développé avec leur vie, leurs problèmes, leurs difficultés, l'environnement dans lequel ils évoluent, des masques sociaux. Et ces masques sociaux font que bah, on se tient gentiment dans une case, dans un mode de fonctionnement, dans des habitudes. Après, bah, de toute façon, notre cerveau, il nous aide pas non plus à aller vers le changement. Il va préférer, maintenir, la ligne droite le plus possible et c'est ce manque de connaissance de soi sur ses propres valeurs, ses besoins, son identité, sur ses émotions, sur son mode de fonctionnement, qui fait que rapidement, face à une idée qui parfois est plaisante sur le papier, devient vite un concept, inatteignable parce que des peurs, parce que des croyances limitantes, parce que c'est pas possible, parce que c'est pas faisable, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on ne peut pas faire bouger les choses. Et je crois que c'est vraiment un des éléments clés, ce blocage interne. D'ailleurs, on le dit souvent à nos étudiants, nos étudiantes aussi, puis même dans nos partages, c'est que ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, c'est pas ce qui nous manque, c'est ce qu'on sait déjà avec certitude. C'est ce qu'on pense et croit déjà avec certitude. mmh, Donc, à mon sens, c'est là où il faut aller déverrouiller la chose pour que derrière, il y ait tout un tas de possibles. Parce que sinon, c'est de te dire, bah, je suis devenu ce que j'étais censé être aux yeux pardon, de la société et de mon environnement, mais ça veut dire qu'on n'est pas plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. Je veux dire, tu es arrivé à expiration. Il y a plus de possibilités, il y a plus rien qui se cache au fond de toi et qui représente
un potentiel quasiment infini de ce que tu peux accomplir, faire changer, bouger, apprendre. Et ça, c'est tout cet amas d'apprentissage qu'il faudrait aller désapprendre, mais qui est compliqué aussi à aller désapprendre. Faut-il encore avoir envie de se dire et si je remettais en question mes certitudes? Sur le papier, c'est facile, hein. Sur la pratique, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est clair. Et je crois quelque part que on peut mettre en comparaison la bonne mentalité française, parce que je peux me le permettre, je viens de là-bas, où on est négatif, on est tout le temps en train de râler, en train de se plaindre, en train de montrer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, la mentalité nord-américaine où on ne voit que le positif et on met les œillères sur le reste. Ben, ça, c'est des polarités en fait. Et dans ces polarités, la problématique reste la même. C'est-à-dire que le problème sous-jacent de non-passage à l'action est identique des deux côtés. C'est juste un prisme avec lequel on va regarder les choses, qui va être différent, mais finalement, on regarde la même chose, puis on se comporte de la même façon. Ce qui n'est pas aidant. Justement, moi, j'ai réfléchi à tout ça. Tu sais, à force de voyager, de revenir en France, je me disais systématiquement, enfin, au moins ces 10 dernières années, facilement, voire beaucoup plus, que tout part de l'éducation. Et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Et donc, vous deux qui avez envie justement d'impacter encore plus de monde, est-ce que vous avez pensé à vous rapprocher du monde de l'éducation nationale, des enseignants, d'aller toucher les parents, enfin peut-être de toucher une autre nouvelle cible hein, dans ce que vous faites? Parce que, bah ouais, si on est d'accord, tout part de là. Donc, si on apporte davantage de savoir-être, de connaissance de soi, même d'un point de vue sociétal, en réalité, c'est un vrai projet sociétal, mais sur les bancs de l'école, au sein de notre foyer, et qu'on amène les individus le plus tôt possible à apprendre à se connaître, peut-être qu'on serait pas là ce soir en train de discuter. C'est possible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais. L'idée m'a déjà traversé l'esprit et j'ai déjà tenté quelque chose, quelques petites choses. Je peux pas dire en toute franchise et en toute honnêteté, ouais, j'ai vraiment travaillé fort, puis j'ai vraiment essayé de mettre des trucs en place. J'ai testé de mettre des choses en place. Ça n'a pas pris pour X raisons parce que c'est que je regarde ici l'éducation ici ou que je la regarde en France, c'est un espèce de dinosaure qui est au ralenti, puis dès que tu veux amener le moindre petit changement, c'est comme si c'était un nouveau météore qui arrivait sur Terre et que les dinosaures allaient disparaître de nouveau. Donc il y a ça, mais surtout, c'est pas là où va être mon expertise pour le coup. Ok. C'est-à-dire que j'ai des concepts, je vois l'intérêt d'eux, mais je sais que je ne suis pas la meilleure personne placée pour agir à ce niveau-là. Par contre, là où c'est génial, c'est qu'on a des personnes qui s'inscrivent à l'Institut et qui portent des missions comme celle-là. Et là, par contre, on prend un plaisir dingue à transmettre ces informations-là pour que ces personnes puissent elles-mêmes à leur tour agir sur leur domaine d'expertise et justement aller faire bouger les choses à ce niveau-là. Donc après, c'est un choix. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais en tout cas, c'est celui, pour ma part, qui fait le plus de sens. C'est de rester là où je suis bon pour laisser les autres être bons là où ils sont bons. Mais leur permettre d'être excellents, justement, sur ces actions-là. Tu prêches un convaincu, et c'est ce que tu disais. C'est aussi pour ça que nous sommes complémentaires. Ouais. Et c'est ça qui est bon, quoi. Vous avez des enfants, tous les deux? Non. Non? Non, on n'a pas d'enfants. Samir est à Baltimore, moi je suis au Québec. J'ai mon chat, Hein. Ça compte comme enfant. Et non, je vous posais cette question toujours en rapport avec l'éducation, parce que c'est vrai que moi, pour le voir depuis 10 ans maintenant, que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, moi-même, je ne suis pas parent, hein, je ne suis pas papa, hein, comme ça, voilà, on est tous les trois ce soir à ne pas avoir d'enfants. Ce qui est assez rare, hein, assez rare, je ne sais pas si... Ouais, vraiment, là encore, moi, je l'ai mesuré ce week-end à Arcachon. Donc, j'ai demandé à la salle qui est parent dans la salle. Il y a toute la salle qui a levé la main. Et donc, du coup, donc il y avait 500 personnes dans la salle. Et moi, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, en fait, je suis le seul ce week-end à pas avoir de gamins, j'ai l'impression. Et donc, on est quand même dans une société où une grande majorité de la population est parent. Et donc, pour moi, ça montre encore plus toute l'importance qu'on a à accompagner, justement, soit modifier du mieux qu'on peut le système éducatif, peu importe où on se trouve, soit accompagner plutôt accompagner les parents à être la meilleure version d'eux-mêmes
pour être, j'allais dire, ouais, de faire du mieux qu'ils peuvent après par la suite pour accompagner leurs enfants qui eux-mêmes vont avoir un impact dans la société. Enfin voilà. Peut-être que j'ai semé une graine ce soir auprès de vous deux, mais je vous invite vraiment à réfléchir à ça et voir si à un moment donné dans vos activités vous pouvez pas faire quelque chose, peut-être Probablement. encore plus, j'allais dire, parce que si on a envie que notre société elle change, vraiment, ça va vraiment passer par là, quoi. Peut-être que vous le voyez, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet qui me vient à l'esprit parce que moi j'ai une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être et qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Donc on accompagne les thérapeutes, les professionnels du bien-être, donc des sophrologues par exemple, des hypnothérapeutes, des gars qui font de la PNL, enfin voilà, le champ est extrêmement vaste. Et donc ce que j'ai observé ces 30 dernières années, c'est que déconditionner un adulte, parce qu'à un moment donné on a parlé de ça, hein, c'est se déconditionner pour se reconditionner. Déconditionner un adulte, ça peut être court, moyen ou long en fonction de la personne. Alors que conditionner un enfant, on voit bien que c'est beaucoup plus rapide. Et là encore, c'est aussi pour ça que je me dis que ce serait un gain de temps et un gain d'énergie pour plus tard. Qu'est-ce que vous observez vous aussi par rapport à ça? Est-ce que ça vous semble long de déconditionner vos étudiants pour qu'ils se reconditionnent ou ce que vous avez mis en place permet peut-être que ce soit beaucoup plus efficace sur du court terme? Samir, je te laisse répondre. Ouais, je peux y répondre. Ce que je dirais, c'est que on a la chance, en tout cas, nos étudiants pourront en témoigner, mais au travers de notre parcours de formation, ils vivent l'expérience. Ils travaillent sur eux, ils mettent le doigt sur ce qui bloque. Et moi, je suis assez surpris, en tout cas, de la progression de nos étudiants. On a des personnes qui viennent d'un peu partout, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord. On a même eu Dubaï, même le Japon, une étudiante qui était au Japon. Tout à fait. Et en fait, avec toutes ces personnes, avec des mentalités différentes, parfois des cultures différentes, et chacun leurs problématiques, des problématiques qui viennent de leur culture, de voir que au bout de parfois 2 mois, 3 mois, 1 an, les personnes revenir et nous dire: «Mais en fait, merci beaucoup parce qu'au travers de la formation, j'ai changé ma vie. J'ai changé ma manière de voir le monde». Et certes, ça demande du temps, mais je trouve qu'à l'échelle d'une vie, ce déconditionnement, en fait, il est très rapide. Et on a vu tellement, tellement de gens justement en 1 an, parfois 6 mois, passer d'une vie où la majeure partie de leurs problématiques viennent justement de leur conditionnement, de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Et d'un coup, en fait, à la fin de la formation, de dire: «Punaise, en fait, je pense plus pareil, je réagis plus pareil, mes émotions, je les gère plus de la même manière et ma vie change autour de moi». Donc vraiment, ouais, si je devais revenir à la question, c'est que ça prend certes du temps parce qu'on peut pas changer comme ça en un claquement de doigts, mais honnêtement, ce temps à l'échelle d'une vie, c'est 3 fois rien, en fait, et ça va très vite au final. J'aime bien ce rapport temps que tu donnes parce que je le vois aussi comme ça. Julien, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce que dit Samir? Normalement, j'ai tout dit. Pas tant, Tu as c'est fait le ça. job. Pas tant parce que oui, un changement peut prendre beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a des changements qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais c'est pas le facteur capacité qui est en question. La capacité de la personne à se transformer. C'est plus, est-ce que la personne est prête? Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce que, comme on dit dans le jargon, est-ce que c'est écologique pour elle que d'aller chercher ce changement-là? Et à partir du moment où le changement est écologique et que la personne est arrivée à un stade, on parle souvent de seuil en cours, mais elle est arrivée à un stade où c'est venu le temps maintenant de passer à autre chose, les changements peuvent se faire très, très, très rapidement et Je être suis d'accord. durables. C'est surtout ça. Mais ça n'enlève pas le fait, et je suis complètement d'accord avec toi, que si on faisait déjà une grosse partie de la job durant notre enfance et à l'école, on Clairement. aurait des adultes responsables, on aurait des adultes qui seraient engagés, on aurait des adultes qui seraient disciplinés, mais dans le bon sens du terme, pour eux-mêmes, pour ce qui est bon pour eux, de faire des bons choix, de poser les bonnes actions. Et je donne un exemple très rapide, mais il y a encore peu de temps, on a dû dealer avec un gars qui a, je pense, 38-39 ans, facile, avec la maturité émotionnelle d'un gamin de 5 ans. Sur en plus un poste à responsabilité où finalement il engage sa responsabilité personnelle, financière,
sociales, sur des actions qui sont menées avec des crises d'un gamin de 5 ans sur des petites choses qui lui conviennent pas. Et c'est comme, mais bon, chacun a son histoire, chacun a son parcours, on n'a pas suivi les mêmes choses, mais qu'est-ce que ça serait plus simple, en fait, de plus avoir des gamins de 5 ans en puissance à des postes à responsabilité, qui sont pas capables de gérer leurs émotions, le monde se porterait tellement mieux. Ça Oui. fonctionnerait tellement mieux. On Oui, c'est arrêterait clair. de se taper sur la gueule pour un oui ou pour un non. Mais le fait est que c'est comme ça pour le moment. J'espère que ça va changer. On contribue, en tout cas, à ce que ça change. Mm. Mais si on pouvait faire ça bien avant, ça serait quand même mieux. C'est quoi le profil, Samir, grosso modo, des gens qui viennent se former auprès de vous? Est-ce que ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle déjà en cheminement? Est-ce que c'est des personnes qui partent de zéro? C'est quoi, grosso modo, le profil? Alors moi, je dirais généralement que c'est des personnes qui sont déjà en cheminement. C'est des gens Ok. qui ont, on va dire, de la bouteille dans cette vie-là, qui ont vécu des choses, qui ont été frustrés, qui se rendent compte effectivement qu'ils, tu sais, ils ont un sens profond. Ils connaissent, ils savent ce qu'ils veulent apporter au monde, Ok. mais ils n'ont pas eu la possibilité. Et généralement, alors, il y a eu de la remise en question, il y a eu un certain cheminement, mais quand ils viennent se former à l'institut, c'est comme la quintessence en fait de ce qu'ils recherchaient parce que ils ont une formation, ils se forment à un métier qui répond à leur sens. Et le troisième point, c'est qu'en plus, ils travaillent sur eux, sur les points de blocage. Et ça remet comme tout en place en fait dans leur esprit. Et c'est vrai qu'on attire beaucoup de monde. En tout cas, toutes les personnes qu'on attire sont des personnes qui ont un profond besoin d'apporter. Mais en même temps, j'apprends rien que dans le métier du coaching, généralement, sauf cas exceptionnel, les gens qui se lancent dans ce métier-là sont des personnes qui ont envie d'apporter quelque chose. Ah oui, c'est clair, ouais. Mm. Il y a une personne qui pose la question du style, est-ce que ces formations sont pour les coachs ou pour les thérapeutes? En fait, les deux. Les deux, ouais. C'est-à-dire que l'approche qu'on apporte permet de former des coachs avant tout, puisque c'est la direction qu'on prend avec l'Institut, mais c'est aussi des outils et une stratégie de travail qui est accessible et fortement d'ailleurs conseillée pour tous les thérapeutes pour justement changer leur manière d'aborder les choses, d'amener des résultats différents. On peut aussi suivre la formation juste par l'envie de se dire j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de travailler sur moi. Et j'ai envie de progresser, moi, à titre perso, puis de réutiliser les outils auprès de mes proches, auprès de mes amis, auprès de mes enfants. Donc, il n'y a pas forcément la dynamique professionnelle derrière les personnes qui viennent se former chez nous. Peut-être le point que j'ajouterais sur ce que tu disais, Samir, c'est qu'il y a quand même une caractéristique particulière à l'Institut, c'est qu'une très, très grande partie des personnes qui viennent se former avec nous sont des profils atypiques. Ok. Alors, probablement par parce là, qu'on l'est tous les deux avec Samir. T'entends par Mais là on a quoi? des Dyslexie? hypersensibles, on a des hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels. On a d'autres profils atypiques, on va pas faire toute la liste. Les Mais TDA, oui, on en a. Mais c'est vraiment qu'il y a cette dynamique depuis le début d'avoir finalement des clients et des clientes, des étudiants et étudiantes atypiques qui viennent nous rejoindre. Ça m'étonne Après, pas. on dit on a les clients qu'on mérite. Donc, on est très heureux de les avoir avec nous. Ça m'étonne pas parce que, bon, après, moi, j'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais je sais que ça revient assez souvent. On voit quand même que beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise sont des personnes, justement, qu'on dit atypiques, quoi. Donc, ouais, ça m'étonne Tout pas. à fait. Je vois que le temps file, hein, ça fait déjà quasiment bientôt 1 heure. Déjà? Ouais. Comment on fait pour vous joindre, les gars? Pour ceux qui aimeraient rejoindre l'Institut, faire une formation avec vous, comment on fait? C'est très très facile. Juste taper Institut Merlin. Je pense que tu marques ça sur Google et on occupe les 2 premières pages de Google. Fait que ça va être Parfait. assez, Ouais. assez simple. Il y aura notre page Donc, YouTube, il y a le site web, il y a LinkedIn, Facebook, il y a LinkedIn, il y TikTok. a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a tous les Vous êtes podcasts. Vous êtes Il y en a partout, partout. quoi. On est partout. On n'est pas encore Franchement, sur si on veut Amazon, l'autre, ça, pas encore, c'est mais votre ça va fête. arriver dans pas longtemps, peut-être avec un livre, hein, Julien. D'accord. Oui, non, Ah ça, bah, ça je vous le va, souhaite. ça va être dans pas long, ça. Je vous le souhaite, ok. Ah, d'accord, peut-être vous êtes en train de bosser sur un bouquin, c'est ça? Oui. Ouais. Ah, absolument. génial. Ok. Bah ouais, c'est un bel outil aussi, le livre. Forcément, quand vous terminez la formation, je pense que c'est génial de pouvoir remettre un bouquin au. Enfin, je sais pas si c'est l'objectif, mais là, je le vois comme ça. En fin de Mhm. formation, de pouvoir donner le livre
ceux qui ont suivi votre formation. Je pense que c'est bien pour intégrer encore davantage, continuer à prendre des notes et continuer à progresser. Ouais, sachant que, petite précision là-dessus, parce que c'est vrai que c'est tellement pas habituel dans les centres de formation, c'est que quand quelqu'un rentre dans les formations avec nous, c'est une formation qui est à vie, entre guillemets, dans le sens où même si tu as fini ton cursus, tu peux revenir, tu peux repartir, tu peux reprendre un cours, tu peux revenir poser des questions. Que tu aies fait ta cohorte il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'y est pas encore dans les 10 ans, mais ça viendra. Et les portes restent toujours ouvertes parce qu'on veut être justement aussi ce support et ce soutien pour nos étudiants et futurs professionnels pour qu'ils puissent exceller en fait dans leur pratique. Parce qu'ils portent aussi le nom de l'institut quand ils vont se mettre sur le marché. Donc c'est important pour nous qu'on ait ce standard le plus élevé possible qui soit applicable. Ok. Et ben encore bravo les gars pour ce que vous faites. C'est chouette de voir qu'une fois de plus on est des millions et des millions de personnes à se mobiliser et vous faites partie du game, donc c'est cool. Bonne continuation à tous les deux, continuez à semer des graines, à toucher les cœurs. Mille merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi. Et puis nous on se retrouve plus tard du coup sur votre podcast d'ici quelques semaines. Ouais, absolument. Yes, ça marche. Super. Merci encore Julien. Merci bientôt. À tout le monde. À très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.